C'est quoi vivre au quotidien avec un trouble du spectre de l'autisme ou un TSA? Je suis éducatrice spécialisée depuis 15 ans. Je me suis retrouvée par hasard à travailler avec des adultes TSA et avec des enfants TSA et aussi des adolescents. Et je suis également maman d'un enfant de 7 ans qui est TSA de niveau 1. Un petit garçon super attachant avec plein de belles forces, mais avec son lot de défis aussi. J'échangerais pas mon enfant pour rien au monde. Je le trouve parfait. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce podcast. Nous sommes dimanche un instant, le 26 janvier 2025. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, dans Parlons avec cœur, nous allons explorer c'est quoi vivre au quotidien avec une personne ou un enfant présentant un TSA. Puis j'aimerais prendre un temps aussi pour expliquer un peu c'est quoi le podcast Parlons avec cœur. Parlons avec cœur, c'est un espace où nous explorons les thèmes qui touchent nos vies avec authenticité, écoute et bienveillance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, justement, qui concerne directement ou indirectement beaucoup de gens. C'est quoi vivre au quotidien, j'insiste, avec un trouble du spectre de l'autisme ou un TSA? Pour ceux qui aiment le langage court. Ce sujet m'inspire une profonde réflexion et j'espère qu'il sera aussi vous toucher au cœur. Dans cet épisode, nous allons explorer des statistiques, des faits marquants et partager un témoignage de vie avant de terminer avec une réflexion pour chacun d'entre nous. Alors, installez-vous confortablement et parlons ensemble maintenant à cœur ouvert. Puis j'ai l'honneur aussi de vous annoncer que dans ce podcast, nous aurons une invitée qui viendra parler de c'est quoi pour elle vivre avec un enfant ou un adulte TSA. Nous aurons la chance d'explorer ce sujet-là avec elle plus tard, mais en entrée, j'aimerais vous laisser part de quelques statistiques que j'ai découvertes dans mes recherches qui m'ont fortement inspirée. Ouais. Pour commencer, voici quelques chiffres, justement, comme je disais, qui sont importants. Selon les dernières données, environ une personne sur 36 présente un trouble du spectre de l'autisme. Cela signifie que beaucoup de familles et de communautés sont touchées par cette réalité. En deuxième lieu, près de 40% des personnes ayant un TSA ont des incapacités intellectuelles dans la moyenne ou supérieure à la moyenne, détruisant ainsi les stéréotypes. Malgré cela, les obstacles sociaux, comme les difficultés de communication et l'incompréhension des besoins sensoriels, restent quand même un défi majeur. Et ça, j'ai eu l'expérience de l'explorer dans ma carrière d'éducatrice au cours des 16 dernières années. Un autre fait poignant. Environ 85% des adultes autistes sont sous-employés ou en chômage même lorsqu'ils ont les compétences pour exceller dans certains domaines. Cela soulève une question fondamentale sur la société et son aptitude à être inclusive. Et ma question est ici, sommes-nous vraiment inclusifs sur tous les sens du point, sur toutes les sphères de la société? Je vous laisse vous questionner là-dessus. Laissez-moi ici explorer un fait vécu. Permettez-moi maintenant de partager une histoire réelle, celle de Léa, une jeune femme diagnostiquée avec un TSA à l'âge adulte. Léa a longtemps ressenti un sentiment de différence, comme si elle observait le monde derrière une vitre. Elle a dû composer avec des difficultés de communication, mais elle excelle dans les domaines qui demandent de la rigueur, comme la programmation informatique. Vous voyez, elle a réussi. Grâce à une meilleure compréhension de son propre fonctionnement et au soutien de sa famille, elle réussit à trouver un emploi à temps partiel qui la valorise et qui valorise ses compétences tout en respectant ses besoins. Wow! L'histoire de Léa nous rappelle que chaque personne autiste
est unique et que le soutien adapté peut transformer une vie. J'insiste sur ce point. Le soutien adapté, l'inclusion adaptée peut transformer une vie. Puis, ce qui m'amène à une réflexion pour vous, chers auditeurs. J'aimerais que vous preniez un instant pour réfléchir. Comment pouvons-nous individuellement et collectivement être plus inclusifs envers les personnes qui vivent un TSA? Peut-être cela peut commencer par des petites actions. Je vous donne des exemples. Écouter sans préjugés, s'adapter à eux ou s'adapter à nos manières de rentrer en interaction et de communiquer, ou encore sensibiliser notre entourage. Et si nous choisissons de créer un monde où chacun a sa place, sans avoir besoin de se conformer à une norme unique, à une norme sociale unique, mais qui inclut la diversité et l'ouverture pour en finir avec une inclusion complète, respectueuse des besoins de tous et de chacun. Maintenant, il est temps de vous présenter mon invitée. Elle s'appelle Angélique. Bonjour, Angélique. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est quoi que tu aurais à complémenter, à rajouter sur tout ce que j'ai dit aujourd'hui? Tout ce que tu as dit. Alors, d'abord, c'est vrai que le mot inclusion, je suis d'accord avec toi que les gens doivent adapter leur inclusion à ces personnes-là. C'est tout un monde pour eux différent du leur, mais ils vivent des défis qui sont capables de s'adapter aussi. En fait, avec les bons outils, les bonnes personnes, le bon soutien, une personne autiste adulte a beaucoup de chances de se trouver un emploi et d'être capable de subvenir à ses propres besoins. Il s'agit justement de faire taire certains préjugés, peut-être des idées préconçues qu'on se fait de l'autisme. Puis je suis là ici aujourd'hui pour vous aider là-dedans. Et toi, tu es éducatrice spécialisée, je crois, hein? Oui, je suis éducatrice spécialisée depuis 15 ans. Et j'ai surtout travaillé, je me suis retrouvée par hasard à travailler avec des adultes TSA et avec des enfants TSA et aussi des adolescents. Donc, je connais pas mal toutes les clientèles qui ont ce trouble neurodéveloppemental. Et je suis également maman d'un enfant de 7 ans qui est TSA de niveau 1. Un petit garçon super attachant, avec plein de belles forces, mais avec son lot de défis aussi. Comment tu trouves ça au quotidien de vivre avec un enfant TSA? Ça peut être lourd. Donc, je comprends beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui vivent avec soit un frère, une sœur, ou qui ont des enfants, ou qui vivent avec un conjoint aussi. TSA, ça peut être ça. Ça peut être quand même lourd parce que, justement, il faut adapter tout le quotidien à cette personne-là en la faisant évoluer aussi. Donc, ça peut être assez particulier, surtout quand tu travailles aussi dans ce domaine-là. Tu reviens à la maison, tu as un deuxième chiffre qui recommence. Donc, tu sais, ça peut être pesant, mais je n'échangerai pas mon enfant pour rien au monde. Je le trouve parfait. Il est là dans ta vie pour les bonnes raisons. Oui, vraiment. Tu n'en choisirais pas un autre? Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment un cadeau du ciel pour moi parce que je le comprends vraiment très, très bien. Il me comprend aussi assez bien. Donc, on a vraiment un bon lien. Puis, je suis bien, bien contente de ça. Puis, je ne l'échangerai vraiment pas pour personne d'autre. Qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui à accepter mon invitation puis à venir au podcast Parlons avec cœur? En fait, moi, c'est l'autisme qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Je trouve que c'est un sujet qui est peut-être méconnu, puis peut-être incompris aussi de certaines personnes. On va dire les neurotypiques, ceux qui n'ont pas de diagnostic, peuvent avoir de la misère à les comprendre. Et moi, je suis pour l'inclusion de ces personnes-là et la compréhension de ce qu'ils sont. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde
Puis je parle autant de la population là, que certains professionnels. Ça peut être difficile de comprendre ce monde-là. On ne comprend pas tout encore de ce monde-là. On en apprend tout le temps. Puis je suis là justement pour aider les personnes à peut-être briser certaines barrières là-dessus. Puis je crois qu'aujourd'hui, tu nous avais bâti une petite présentation, là, justement, là, tu voulais ensemble là, qu'on parle, oui, c'est quoi vivre au quotidien avec un enfant TSA, mais tu voulais aussi qu'on apporte, qu'on démystifie ensemble les mythes et réalités, là, tout ce qui est en lien avec le TSA. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Tout à fait. Parfait. Donc, je vais vous présenter à l'instant le petit là, PDF là, que Angélique nous a préparé. Donc, voilà, tu peux y aller, Angélique. Excellent. Donc, le titre, effectivement, c'est le trouble du spectre de l'autisme, les mythes et réalités. J'essaie de changer. OK, super. Donc, qui suis-je? J'en ai un peu parlé. J'étais éducatrice spécialisée depuis 15 ans. J'ai un enfant aussi TSA sans DI, avec un trouble modéré du langage réceptif. Donc, quand on lui parle, il semble comprendre, mais il ne comprend pas tout. Ce qui peut lui causer beaucoup de problèmes parce qu'il sait exactement s'il doit répondre à l'adulte sans comprendre la demande qui a été faite. Ça, c'est un point dont je dois me battre souvent avec les éducateurs ou les professeurs qui me confrontent en me disant qu'il comprend, puis je suis comme, il comprend beaucoup de choses, mais il y a certaines choses qu'il ne comprend pas. Puis je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes comme lui aussi dans ce monde du TSA-là. Donc, j'ai de l'expérience dans plusieurs milieux de vie en RAC. Ça, c'est une résidence à assistance continue où des personnes autistes avec déficience intellectuelle moyenne à profonde, avec troubles graves du comportement. Donc, ce sont tous des adultes. Et puis, c'est ça. C'est un quotidien assez unique à vivre. Puis, ça m'a amené une très, très bonne expérience, justement, à ce niveau-là. J'ai aussi travaillé en RTF, qui est une résidence de type familial, une ARI, qui est une ressource intermédiaire, et aussi dans le scolaire, où j'ai débuté ma carrière. En ce moment, je suis employée au 6 de la Naudière depuis octobre 2022, et puis avec la clientèle en RAC, justement. Puis avant, bon, c'est ça, j'étais dans les commissions scolaires et CPE, et aussi en privé. Donc, ça ressemble à ça. Justement, c'est le sujet qu'on voulait parler aujourd'hui, de démystifier les mythes entourant le trouble du spectre de l'autisme en mettant en lumière les réalités. Toi, tu penses aussi que tu as trouvé quelques statistiques. Oui. J'aime ça que tu ailles aller trop en profondeur, qu'on effleure le sujet de ton côté. Oui, en fait, ben, j'avais écrit, c'est selon les données de Statistique Canada, là, donc j'ai trouvé. La plupart des personnes se font donner un diagnostic TSA entre 3 et 4 ans en moyenne. Mais ça arrive aussi beaucoup, surtout ces temps-ci, dernièrement, là, que les gens sont diagnostiqués à l'âge adulte. Soit quand ils ont des enfants ou qui se sentent différents, ils n'en peuvent plus un peu de vivre comme ça, ils ont besoin de réponses. Donc, beaucoup ces temps-ci, on voit des personnes adultes, puis ça peut même aller jusqu'à 70 ans. Là. J'ai vu ça aussi chez une femme qui se sentait tellement différente, elle avait besoin de ça. Mais en moyenne, on parle de 3 à 4 ans. Oui, c'est ça, tu voulais parler là, que les femmes, là, c'est comme plus passé sur silence, c'est comme plus de garder dans le secret. C'est pas que c'est gardé dans le secret, c'est que en fait, les femmes sont capables de faire, les femmes Asperger, surtout sans déficience intellectuelle, sont capables de camoufler beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils vont s'adapter justement au monde neurotypique et leurs symptômes passent sous le radar. Mais ce que ça fait, c'est qu'elles sont vraiment très, très fatiguées. Les relations sociales, ça leur demande beaucoup plus d'efforts, ce qui fait en sorte qu'à chaque fin de journée, ils sont complètement épuisés. Ça peut mener au burn-out autistique aussi, qui est méconnu. Et puis, donc voilà, les femmes sont plus bonnes pour faire semblant. OK. Ouais. Puis pourquoi, pour toi, c'est quoi faire semblant? Faire semblant, ça peut être aussi simple que de saluer les gens
quand elle entre à son bureau, alors qu'elle ne le ferait peut-être pas d'emblée. Ça peut être aussi faire un sourire parce qu'elle sait que la personne s'attend à avoir une réponse à son sourire, alors que pour elle, ça ne veut rien dire. Faire semblant. C'est d'avoir du plaisir quand même, de montrer à l'autre d'avoir du plaisir dans des relations sociales alors qu'elle n'en a peut-être pas tout le temps. Porter un masque. Voilà. Puis là, le diagnostic permet de soulager un poids puis d'enlever le masque. Oui, ça aide beaucoup les femmes, en fait, Asperger, à justement affirmer qui elles sont, finalement. Ça fait partie un peu du processus d'acceptation aussi de ce qu'elles sont. Ça va les aider, justement, à mieux se respecter aussi dans leurs limites et leurs besoins. Et puis, voilà, dans le fond, le diagnostic enlève un poids sur les épaules, puis fait comme, OK, je comprends maintenant ce que je suis, puis je vais essayer justement de mettre mes limites plus rapidement, de me faire respecter des gens qui me côtoient, tout ça. Ou de mieux choisir ceux qui nous entourent. Voilà, oui, aussi. Puis pour toi, c'est quoi les perceptions fréquentes des personnes neurotypiques sur le trouble du spectre de l'autisme? En fait, c'est des conceptions qui sont pas tout à fait vraies ou même complètement erronées, que les personnes qui n'ont pas de diagnostic de TSA peuvent avoir sur les personnes qui ont un diagnostic d'autisme. En fait, c'est beaucoup de phrases ou d'idées préconçues que la population générale peut avoir, puis qui est transmis malheureusement par des films aussi, des nouvelles et tout ça. Je prends une gorgée d'eau. Pas de souci. Voilà. C'est intéressant quand tu parles, ces personnes ont souvent l'air bête. Oui. C'est quoi tu veux dire par souvent l'air bête? C'est des choses que j'ai entendues déjà dans ma carrière, en fait, que je me suis fait dire. C'est vrai que, en fait, les personnes qui ont un TSA peuvent se faire fréquemment dire ben voyons, t'as bien l'air bête, t'es-tu fâché après moi? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, la personne est simplement neutre. Ce que nous, ou ce que les neurotypiques font, sourire, dire ça va bien quand ça va pas bien, ou des choses comme ça. Eux, ben, si ça va pas bien, ça va pas bien. Et ça peut transparaître. Ou décoder le langage non verbal peut être un défi de plus, ou décoder les messages sociaux qui sont envoyés, peu importe si c'est non verbal, verbal, ça peut représenter un défi, des temps de réflexion qui sont plus longs. Oui. Mais tu sais, c'est certains degrés, ou ben, j'aime pas dire degré, j'aime voir la personne comme elle est, mais il y en a qui savent s'adapter, c'est juste le délai de traitement va être plus long. Plus long, Ils vont y réussir. Effectivement. Puis ces gens-là ne se rendent pas compte que c'est pas normal, j'aime pas dire ce mot-là, mais je le dis, là, mais que c'est pas normal, mettons, d'afficher un sourire aux gens ou tout ça, alors qu'il n'y a rien qui les fait rire. Tu sais, pour eux, ça n'avait comme pas de sens. Fait qu'ils s'en rendent souvent même pas compte. Ils sont comme, ben non, je suis juste, tu sais, je suis correcte, je suis concentrée, je fais quelque chose, ou tu sais, ils ne comprennent pas. Pourquoi je me fais demander tout le temps ça? Tu sais, ils ont du mal à. Ou encore lire dans un contexte. Tu sais, comment Oui. j'agis dans tel ou tel contexte. C'est comme si tout devient appris par cœur. Oui. Puis là, quand ils se retrouvent dans un nouveau contexte, ils se sentent complètement perdus ou désorientés. Oui, ils ont du mal à généraliser, en fait, l'information. Mais ça n'empêche pas que c'est des personnes de cœur. Absolument. Ils sont tellement attachants. Moi, je les adore. Qu'est-ce que tu trouves qu'ils ont à nous apporter, à nous apprendre? C'est qu'ils ont souvent des qualités, en fait, que les neurotypiques peuvent ne pas avoir, comme la franchise. Beaucoup sont très, très francs, puis ils vont dire leur juste sans filtre. Là. Moi, j'adore ça, de ce côté-là d'eux. Là. Il y en a qui sont capables de faire beaucoup d'humour, puis qui sont même très bons. Ils ont beaucoup de. En fait, sont surprenants. Moi, chaque personne TSA que j'ai côtoyée m'a appris quelque chose sur le TSA. C'est qu'ils sont tellement tous différents l'un de l'autre
mais ont toutes des belles forces qui sont propres à chacun, dans le fond. Qui sont vraiment surprenants. Ouais. Ils nous apprennent à savoir mieux s'adapter à nous Exact. parce qu'eux apprennent à vivre à leur rythme. Oui. Que nous, des fois, on devrait s'inspirer au lieu de les regarder de haut. Absolument. Absolument, parce que justement, ils respectent leur rythme. En fait, ils arrivent, ceux qui sont bien suivis puis épaulés puis tout ça, ils peuvent arriver à vraiment bien respecter leurs limites puis à dire, ben là, non, ça c'est trop, tu sais, je veux pas aller, mettons, parler de ça. Je vais le faire quand je vais être prêt. Parfait. Ben oui, effectivement, on devrait s'inspirer de ça. Oui, mais éventuellement, on parle de. On parle de. Faut s'adapter. Qu'est-ce qu'on dit là? On généralise. Il ne faut pas oublier. Là. Faut pas. Non, ils sont tous. On ne parle pas d'un non-verbal. Un autisme non-verbal, c'est un autre dossier que on n'aura pas peut-être le temps d'effleurer aujourd'hui, mais qu'on pourra explorer dans un autre podcast. Absolument. N'empêche que c'est la manière qu'on en parle, je trouve que c'est une belle figure d'introduction. Excellent, oui. Moi aussi. Puis pourquoi toi, tu trouves que ces personnes-là sont difficiles d'approche? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont difficiles d'approche? C'est pas ce que moi je pense, c'est les préjugés des personnes neurotypiques qu'ils peuvent avoir. Okay. Donc, beaucoup me disent je suis pas capable de faire de lien, il me répond pas, je sais pas, je l'ai pas avec les TSA. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent, c'est même des professionnels, que c'est très difficile d'approcher un TSA, tandis que de l'autre côté, s'il va avec ses passions et ce qui l'intéresse, c'est très facile de communiquer avec cette personne-là. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Est-ce que tu me permets de faire une parenthèse? Absolument. Tu sais, moi, c'est une ouverture à la réflexion. Ce qui est un des buts du podcast, c'est, je le rappelle, je vais le rappeler encore une fois, le but du podcast, parce que vraiment, le but du podcast, c'est de parler de sujets qui sont peu discutés, qui méritent attention et discussion, dans le but d'éveiller les consciences. J'insiste sur éveiller les consciences, de sensibiliser les consciences aussi, afin de faire de l'éducation populaire. Donc, tout ça ici est fait sans attaque, dans la bienveillance, pour ouvrir une discussion, une réflexion collective, simplement. Puis moi, ce que j'aimerais rajouter ici, c'est avant de penser que ces personnes-là sont difficiles d'approche ou qu'il y a un TSA, on pourrait peut-être investiguer aussi sur leur histoire de cas, leurs histoires de vie. Peut-être qu'ils ont vécu des traumatismes ou de la négligence émotionnelle qui font qu'ils ont des difficultés à cause de leur trauma à rentrer en interaction avec les autres. Et c'est une autre poste que j'ouvre aussi parce que dans certains dossiers que j'ai eus par le passé, puis pour l'avoir vécu proche de moi, il faut prendre le temps d'analyser l'histoire de vie avant de rentrer dans une étiquette, puis un discours ici est comme ça parce que nous, on pense qu'ici, c'est comme ça. Allez au fond des choses, prenez le temps de discuter, créer un lien de confiance avec la personne que vous aidez, ou je parle aussi à l'entourage qui est cette personne-là. Puis peut-être que ça pourrait faire toute la différence. C'est juste une piste que j'ouvre comme ça parce que, tu sais, moi, porter l'étiquette trop vite, pour l'avoir vécu, j'ai pas de la misère avec ça. Absolument. Il fallait faire cette parenthèse-là. T'avais-tu d'autres choses à rajouter par rapport à ça, Angélique? Ben, ça peut être, je sais pas, la prochaine, c'est quoi? La prochaine. C'est celle-là. OK. Qui ne fait que des crises. Ouais, mais c'est ça aussi. Ça fait un lien avec ce que je viens de dire. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Beaucoup de gens, ben, tu sais, je vais juste faire un peu de pouce là-dessus, mais beaucoup de personnes pensent autisme égale, bon, ça fait que des crises. C'est vrai qu'ils peuvent en faire. Mais quand tu comprends pourquoi la crise est faite et que tu respectes ensuite ce qu'ils sont, ça peut de beaucoup diminuer. Oui, ça revient à ce que je disais. Exact. Ce que je disais, aller au fond des choses, prendre le temps de poser des questions et surtout de les comprendre ce qu'ils ont vécu, prendre le temps de créer un lien de confiance avec eux. Puis ça va amener le processus là, pas mal plus loin de ce qu'on peut penser. Il faut laisser, je dis souvent, il faut laisser le temps au temps. Oui, absolument. Puis tu sais,
Je ne sais pas si on a passé l'impolitesse, mais bref, je vais juste faire une parenthèse là-dessus. Il y en a qui peuvent dire ou penser que ces personnes-là peuvent être impolies. Du genre, Oui. j'ai déjà entendu quelqu'un dire, ça peut être, ben, je vais donner un exemple, une enfant, sa mère lui parle, elle ferme les yeux à chaque fois. La mère, elle dit, je comprends pas pourquoi elle fait ça, c'est super impoli, c'est pas ça que j'ai appris. Fait que là, je décortique avec elle, OK, mais un autiste ou une personne vivant avec le trouble du spectre de l'autisme a souvent les 5 sens séparés, puis il y en a un qui fonctionne à la fois. Donc, pour écouter, elle ferme la vue pour ouvrir ses oreilles. C'est ça qu'elle faisait. C'était pas de l'impolitesse. C'était vraiment, je me concentre sur ce que je te dis pour justement mieux t'écouter. Fait que, tu sais, la nuance. Je viens de la mettre, la diapositive que tu parles de l'impolitesse, là, je viens Oui, de te la mettre. c'est exactement ça. Ils vont souvent aussi dire ce qu'ils pensent directement, là, puis ça peut paraître un peu, j'ai juste l'expression en anglais qui me vient, rude, impoli. Puis, en fait, c'est juste qu'ils vont dire carrément ce qu'ils pensent sans filtre. Puis, là, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y en a beaucoup qui sont trop francs puis trop honnêtes. Donc, ça peut paraître pour de l'impolitesse. Moi, je dirais plus, c'est la communication. Ils ont leur couleur de carotté. Oh oui. J'aime ça dire la couleur de carotté parce qu'au fin fond, on est tous des carottés, peu importe la situation qu'on vit. Là. Moi, au lieu de donner une étiquette, j'aime bien mieux dire ben, on est des carottés. Que tu vis un diagnostic X, que tu vis une situation X, que tu n'as pas envie d'en parler ou de t'afficher, ben, au moins que le monde dise ben, tu dis simplement ben, je suis un carotté. Hein? Absolument. Le monde va finir par comprendre. Ben, là, quand tu dis je suis un carotté, ben, le monde, ils vont comprendre. Ah, OK, je sais de quoi qu'elle veut dire. C'est qu'elle elle se définit par qui elle est, puis dans quel processus, puis parcours elle est en train de traverser. Ben, elle se définit par ça aussi. Mais je pense que le fait qu'on dise on est carotté, ça permet de rester au neutre, mais de s'afficher de manière ouverte et bienveillante. Parenthèse encore. C'est correct. Puis, je voulais juste rajouter sur l'impolitesse, en fait, que même les femmes Asperger en particulier là, sont capables d'éprouver de l'empathie pour vrai. Tu sais, c'est pas vrai qu'elles sont pas capables que tous les autistes ne sont pas capables de se mettre dans la peau des autres. Il y en a beaucoup qui ont de la difficulté avec ça, mais les femmes autistes Asperger ont tendance à avoir beaucoup d'empathie naturellement pour les autres. Ah, tu vois, il y a des forces. Absolument. Fait qu'être un carotté, ça peut avoir que des forces aussi. Oh oui, absolument. Toi, Angélique, as-tu envie d'être une carottée? Oh, je suis une carottée. Une carottée. Moi, c'est une carottée affichée depuis 2018. Et assumée. Je suis assumée. Bon, c'est excellent. Assumée. J'ai un diagnostic, je ne le dirai pas ici, là, mais je suis une carottée. C'est Je suis une parfait. carottée qui a appris à vivre de ses épreuves, qui s'est reconstruite, puis qui est fière de qui elle est maintenant. C'est ça l'important, hein? Oui, c'est ça. Puis c'est ça que j'ai envie que les gens comprennent puis qu'on transmette aujourd'hui. C'est, oui, on a beau faire un PDF, expliquer c'est quoi, mais ça n'empêche pas qu'il y a une personne qui est humaine derrière ça. Là. Absolument. Les émotions, il y en a. Tu sais, même s'ils peuvent me paraître super neutres, là, des fois, ils peuvent vivre un choc puis être Il faut normal. vraiment apprendre d'eux. Là. Ah, absolument. Ils ont vraiment de quoi à nous apporter. C'est sûr qu'il y a le monde qui sont plus confrontés à ça, vont vous le dire, mais c'est ouvrir la porte, ouvrir des portes que peut-être qui n'ont pas été ouvertes avant, ben, ça Ouais, peut juste apporter un plus qui n'a pas été exploité jusqu'à présent. absolument. Ça peut peut-être même développer encore plus la relation, puis créer un lien que tu ne pensais pas qu'il pourrait être aussi fort avec quelqu'un parce que toi, tu t'es ouvert. Oui, c'est ça. Puis, au lieu de regarder la personne, de j'ai peur d'elle, ben, essaie donc de la comprendre, cette carottée-là, tu sais. Oui, c'est ça, exact.
Tu sais, pourquoi être en train de faire une crise là, de bacon ou tu sais, quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça peut être aussi simple que mon crayon bleu n'était pas dans mon étui à crayon ce matin, puis là, j'ai décidé que c'est là que ça... Ben, pas j'ai décidé, mais c'est là que ça sort. Tu sais, des fois, il faut poser beaucoup de questions pour essayer de comprendre, mais ça peut être juste ça. Puis un coup que tu comprends, tu cherches le crayon bleu avec lui, tu le trouves, ben ça replace. Bon, ça se peut que tu le trouves pas aussi, mais ça fait partie de la vie, puis il y a des méthodes d'intervention pour ça. Là, tu sais. Ouais, il suffit de rester ouvert, de s'éduquer, puis d'être dans l'empathie, la transparence. Exact. Pas chercher à porter un masque, mais Pas du tout. s'afficher comme on est avec fierté. Absolument. C'est dur à dire ça. Je m'affiche juste, peu importe ce que je vis, je m'affiche avec fierté. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, en fait. Non, mais on devrait plus. Je suis fière de qui je suis, malgré les difficultés, malgré qui je suis, malgré l'étiquette ou le diagnostic que je porte. Je suis un fier carotté. Absolument. Soyons carottés. Soyons unis et carottés. Eh oui. Soyons dans l'apathie et carottés. Absolument. Mais toi, c'est quoi que tu pensais là, par rapport aux vaccins? Il y a un lien avec les vaccins ou c'est complètement un mythe? C'est complètement, c'est faux, 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 faux. OK? Hein? Pour vrai? Ah oui, c'est vraiment faux. Ils ont longtemps pensé que les professionnels, là, les médecins, tout ça, les neuropsies ont souvent pensé que c'était relié au vaccin. Parce que les symptômes, souvent, les parents s'en rendent compte au même moment qu'ils reçoivent le vaccin de 2 ans. Alors, beaucoup de gens ont dit ah, je l'ai fait vacciner la semaine d'après, ben, il a arrêté de parler, puis il a commencé à régresser, puis il y avait des. Oui, ça peut paraître spécial, mais les études montrent qu'il n'y a aucune corrélation entre les vaccins de 2 ans et l'autisme. En fait, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est mon propre enfant. Là. Moi, vu que j'avais déjà comme l'expérience avec les personnes TSA, j'ai remarqué des signes dès l'âge de 10 mois chez mon fils. Dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait ses voitures, il a une obsession avec les voitures. Il tourne à l'envers, puis là, il les met très, très proche de son œil, puis il fait rouler les roues comme ça, puis il regarde de très, très près. Mais ça, il faisait ça à 10 mois. Puis là, j'ai fait comme, OK, toi, tu me fais penser à un autre élève que j'ai dans ma classe actuellement, qui était ça. Fait que là, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Ça, plus beaucoup d'autres choses. Puis c'était ça. C'était une manifestation, dans le fond, de l'autisme. Mais, tu sais. Comment tu as réagi ou tu l'as perçu? Tu l'as-tu vu que tu travailles là-dedans? Est-ce que ça a été une barrière, un blocage? Ou tu as fait, ben, je vais tout donner, qu'est-ce que je suis capable de donner à mon enfant pour qu'il développe son plein potentiel? En fait, j'étais contente d'être connaissante de cette cause-là. Je dirais pas, mon enfant était ça. Mais tu sais, j'étais comme pas dans l'inconnu, mais pas du tout. Fait que moi, j'étais super à l'aise, puis j'ai accueilli mon enfant comme il est. Puis peu importe ses difficultés, puis tout ça, ses rigidités, puis les crises, puis oui. Mais j'étais très outillée, puis j'ai jamais eu peur, j'ai jamais eu de deuil à faire, j'ai jamais eu. Moi, je le trouve parfait comme il est, comme j'ai dit, puis pour moi, ça a été super facile. Là. Le prochain mois, on va avoir là, une version en studio. Oui. On va parler, c'est quoi vivre avec un enfant différent. Je vous l'annonce en primeur. Donc, on aura la chance d'avoir une édition en studio, d'en parler amplement, d'avoir des invités de cœur qui viennent. En tout cas, on a bien hâte. Absolument. Ouais. Puis toi, le TSA, ça peut-tu se guérir? Il y en a qui pourraient penser ça. Est-ce que le TSA peut se guérir? Non, c'est vraiment un trouble neurodéveloppemental, en fait, dans le cerveau. Tu nais comme ça, puis tu vas mourir comme ça aussi. La personne, par exemple, peut s'améliorer, développer aussi des bonnes techniques d'adaptation, justement, au monde qui les entoure. Mais peu importe les régimes, parce qu'il y a eu une mode à un moment donné là, avec les régimes sans gluten où ça fait pas guérir de l'autisme. Tu nais comme ça, tu t'adaptes, et puis tu fais au mieux de toi-même. Ouais.
Mais je trouve ça intéressant parce que ton autre diapositive, tu dis on a tous un côté autiste. Donc, En fait, c'est les préjugés, c'est des phrases qui sont dites que j'entends. C'est encore, ça fait partie des mauvaises conceptions des personnes. donc oui, vas-y. Oui, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, j'ai dit vaut mieux être au nerd puis être un carotté dans ce cas-là. Absolument. Absolument. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça. On a tous un côté autiste. Ça, premièrement, ça déplaît énormément aux personnes TSA d'entendre ça. C'est comme d'invalider un peu leurs difficultés, puis de minimiser les efforts qu'ils font pour s'adapter justement au monde alentour d'eux. C'est ça. Ça vient vraiment comme invalider tout ce qu'ils vivent au quotidien, puis ils sont comme, mais non, tu sais. Oui, ça peut ressembler, peut-être que tu as des traits à un certain point d'une personne qui a un trouble de l'autisme, du spectre de l'autisme, excuse-moi. Et puis, mais c'est pas vécu avec autant de. Tu sais, c'est pas aussi épuisant pour la personne neurotypique que pour la personne TSA. OK, Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. totalement. OK, c'est ça. Ça, Ouais, mais ils ont des croyants. Moi, j'en connais une personne TSA, elle a un énorme potentiel en dessin, là. mais Toutes les ça, dessins qu'elle fait, elle a un réel talent. J'honore leur talent. Il y en a qui ont vraiment des réelles passions, talents qui oh oui, il y en a qui méritent d'être sont capables de exploités. développer des facultés assez impressionnantes pour un domaine qui les intéresse vraiment. Il faut que ça les intéresse, par exemple. Mais ce que je dis ici, Faut c'est que ça qu'il y a soit beaucoup fait de avec gens. cœur. Oui, absolument. Voilà. Dans leur cas, c'est fait avec beaucoup de cœur. Puis en fait, c'est des gens, les gens ont tendance à penser, ah, ton enfant est autiste, qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire? Je suis comme, ben non, c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tous les autistes qui ont des talents particuliers. C'est souvent les hauts potentiels intellectuels, les Asperger qui ont tendance à avoir ce trait-là, mais ils ne sont pas tous comme ça du tout. C'est vraiment quelque chose. C'est comme mon fils, moi, il est vraiment très, 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 très intéressé par tout ce qui est des roues, là, les véhicules, les tracteurs, tout ça. Mais, tu sais, il n'est pas capable de tout te dessiner tous les modèles ou quoi que ce soit. Il aime ça, il regarde, il joue avec, il est fait rouler devant ses yeux, tu sais, mais il n'a pas de talent incroyable, tu sais, par rapport à ça, OK. admettons. Ça, c'est beaucoup, ça a été instauré à cause surtout des films comme Rain Man, là. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais c'est un film qu'ils ont fait, ça fait quand même un bon moment, là, tu sais, puis c'était Dustin Hoffman qui jouait là-dedans, puis qui incarnait une personne Asperger, justement. OK. Il avait des talents de fou, là. Puis ça a laissé croire à beaucoup de gens, en fait, que justement, tous les autistes, mettons, ils ont des pouvoirs comme ça. Mais tu sais, c'est pas. Non, mais tu sais, il faut dire aussi là, que la base, chaque être humain est unique, là. C'est un Voilà. des piliers, des fondamentaux. Chaque Absolument. être humain est unique. Chaque être humain a son histoire de vie aussi, qui est unique d'une personne à l'autre. Donc, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Il faut juste Non, savoir s'observer, s'asseoir, écouter, puis surtout observer pour aller en complétude, en partenariat avec la personne qu'on veut aider. exact. Puis tu dis qu'il y a plus de garçons que de filles. Mais ça, c'est pas vrai. C'est ça. Dans le fond, ça fait partie encore des fausses croyances que les gens peuvent avoir. Statistiquement, c'est vrai, sur papier, mais c'est complètement faux, en fait. Les tests à la base pour les personnes autistes ont été faits pour des hommes parce qu'ils l'ont découvert beaucoup plus chez l'homme. Les traits chez les hommes ont tendance à être plus marquants que les femmes. OK. En ce moment, il existerait autant de filles que de garçons qui auraient le symptôme, le trouble du spectre de l'autisme. C'est juste que, justement, vu qu'ils passent souvent sous le radar, mais ils commencent à se faire diagnostiquer à l'âge adulte. Donc, ça commence à se rapprocher beaucoup. Puis voilà, on peut quasiment dire là, que c'est autant les hommes que les femmes maintenant, parce qu'on a compris qu'il existe un profil féminin et masculin.
On a compris l'unicité de chacun, d'une femme et d'un homme, Et dans, voilà. dans cette caractéristique, ce diagnostic-là. Oui. OK. Puis, je crois qu'il y a des phrases à dire aux personnes qui À vivent ne pas dire. à ne pas dire, ah, OK. Ouais, c'est quoi qu'il ne faut pas dire? Moi, ça m'intéresse. Oui, ben c'est ça. La phrase, t'as pas l'air autiste, peut être assez, encore là, invalidante pour eux. C'est pas écrit dans le front que tu as un trouble du spectre de l'autisme. C'est pas écrit dans le front que tu fais une dépression. Ben, c'est la même chose, en fait. C'est comme, t'as pas l'air en dépression. Ben, ça peut venir vraiment blesser les gens parce que eux, ils vivent beaucoup de difficultés au quotidien, puis ils sont souvent épuisés, puis de se faire dire ça, c'est comme, ben, je fais ça pour rien, ou, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que ça vient vraiment les invalider puis jouer dans leurs valeurs, en fait. Ils aiment vraiment pas ça, se faire dire ça. Ça, là, je l'ai entendu de plusieurs personnes. Puis aujourd'hui, si tu te prêterais comme porte-voix d'une personne qui reçoit un diagnostic, moi je dirais un diagnostic de karaté pour être neutre, là, mais un diagnostic, on va dire les vraies choses, un diagnostic de TSA, d'autisme ou d'Asperger, peu importe. Qu'est-ce que tu penses que ces personnes-là voudraient transmettre comme message aujourd'hui pour mieux se faire entendre? Ben, de les reconnaître avec leurs forces et leurs défis, mais pour ce qu'ils sont, vraiment. C'est de les comprendre que, c'est comme j'écris aussi dans les phrases à ne pas dire, ben, tu me regardes dans les yeux, c'est sûr que tu n'es pas autiste. Mais non, ça se peut qu'il y en ait qui aient trouvé des stratégies, puis qui te regardent le nez, puis tu penses qu'elles te regardent les yeux, ou qui ont fini par tellement le faire de force, parce que c'est ça la norme, qui se sont habitués, mais qui n'aiment toujours pas ça. Donc, tu sais, c'est vraiment d'accepter le fait que quand la personne te dit j'ai un trouble du spectre de l'autisme, ben, respecter ça, puis d'apprendre plus à la connaître. Tu sais, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui fait du bien dans la vie. D'apprendre vraiment à connaître la personne et non le diagnostic. Ah, ça, c'est très important. Oui. Puis je pense qu'on l'a nommé plusieurs fois dans ce podcast-là, puis je pense qu'on fait très bien d'insister sur ce point. Exactement. Absolument. Non, c'est super important pour eux. Ils aimeraient ça être entendus puis être reconnus aussi comme des personnes à part entière. Là, il y en a beaucoup qui sont capables, comme tu disais, de travailler. Il y en a même qui sont capables de complètement subvenir à leurs besoins. Ils sont en appartement, travaillent. Il y en a qui ont des enfants. Écoute, ça continue. Il y en a même qui enseignent à l'université. Il y en a, là, sont hallucinants comment ils ont plein de potentiel puis qui l'utilisent, tu sais. Fait que c'est important de voir que n'égale pas négation. Oui, c'est ça. Puis moi, je voudrais rajouter, même ceux qui sont non-verbales ou qui sont dans une autre catégorie, on a tout autant à leur honneur à les reconnaître et à les apprécier comme ils sont parce qu'ils ont quelque chose à apporter à quelque part, ça c'est sûr. Absolument, je suis vraiment d'accord. Vraiment. Ils ont une couleur que les neurotypiques n'ont pas. Puis avoir une différence, ça emmène vraiment des capacités. Puis je dénigre pas ceux qui sont neurotypiques puis qui vivent des difficultés. C'est pas ça qu'on parle aujourd'hui. Mais je veux dire, être neurodivergent, ça emmène à devoir plus t'adapter dans le quotidien, à mettre des stratégies avec de l'aide éventuellement pour mieux t'adapter, mieux fonctionner. Donc, c'est sûr que veux pas, il y a d'autres sphères du cerveau qui est stimulée. Oui. Puis que ça va amener d'autres comportements, le fait que la personne s'est adaptée de telle ou telle façon, bien, ça va amener des connexions dans d'autres connexions du cerveau que si tu n'aurais pas été confronté à ça, ça ne t'aurait pas arrivé de développer ces mécanismes d'adaptation-là. En fait, je peux carrément t'expliquer. J'ai eu la formation sur le TSA à mon travail, puis je peux t'expliquer c'est quoi qui se passe dans un cerveau de personne TSA versus un neurotypique. En fait,
Les personnes qui ont un TSA ont plus de matière grise que les personnes neurotypiques. C'est la connexion entre les neurotransmetteurs qui se fait plus lentement. Ah. Oui, donc, C'est un oui, long fleuve tranquille en le disant en langage populaire. c'est ça. Donc, ce qui arrive, c'est que l'information, le délai de traitement, il est plus long pour les informations, mais ils ont plus de la matière grise, donc plus d'intelligence. C'est juste que vu que leur cerveau fonctionne différemment, ben, c'est ça qui explique. Ben, ils ont plus d'intelligence. Ils ont une manière différente d'exprimer leur unicité et leur intelligence. De l'exploiter aussi, oui. Ça va Ouais. être unidirectionnel souvent dans quelques domaines, versus ils vont être capables de faire beaucoup de choses, mettons que ça serait ton intérêt spécifique serait la psychologie. Ils pourraient savoir absolument tout du DSM-5, mais ne pas être capable de dire allô à quelqu'un dans une soirée qu'il ne connaît pas parce que ça lui demande trop. Tu comprends? Oui, je comprends. J'espère que les auditeurs vont comprendre notre message Moi aussi aujourd'hui. aussi, j'espère vraiment. Puis C'est que quoi s'il y a le des questions qu'ils n'hésitent pas à les poser directement en dessous du. Oui, je l'ai annoncé là, aujourd'hui. Là, on va avoir un courrier de cœur. Donc, on Oui, va laisser l'adresse courriel. Les gens pourront nous écrire et nous manifester là, leur vécu, leurs commentaires. Ça excellent. va nous faire répondre, là, ça va nous faire plaisir de répondre là, dans un cadre ouvert, empathique et bienveillant, dans le respect des différences et des forces de tous et de chacun. Absolument. Mm. Je crois que les gens ont besoin de ça en 2025, surtout après la pandémie, puis tout Ouais, ce qu'on voit, tout ce qui arrive, tout va vite. Je pense qu'un lieu où se poser à cœur ouvert, sans jugement, sans prétention, je crois que les gens ont réellement besoin de ça en 2025. oui, je suis d'accord. Je suis Mm. d'accord. Parlons à cœur ouvert. Parlons à cœur ouvert, exact. C'est ça. Yes. Parlons avec cœur, parlons à cœur ouvert. N'osez pas exprimer votre vérité, qui vous êtes, et soyez fiers de qui vous êtes, peu importe qu'est-ce que vous avez vécu ou quelle Absolument. maladie ou diagnostic que vous avez, limite. Absolument. Je suis bien d'accord. Assumez-vous. Oui, Soyez dans exact. la plage. Exact. T'avais-tu d'autres choses à rajouter ou pour toi, t'avais-tu un message, un autre message important que tu aimerais nous transmettre aujourd'hui? Mais en fait, moi, la seule chose, c'est que j'aimerais ça que les gens ouvrent plus leur cœur à connaître ces personnes-là. De les approcher parce qu'eux ne savent pas toujours comment le faire, puis de ne pas avoir peur de dire bonjour. Tu sais. Ça se peut que la personne ne te réponde pas, mais ça se peut qu'elle te réponde puis que tu en apprennes un méchant bout sur son sujet, puis que tu n'en reviennes pas de ce que tu viens d'apprendre. Tu sais. Fait que c'est important, là, faites les premiers pas, pas avoir peur. Oui, ici, on parle d'être à cœur, on parle de l'être. Être à cœur ouvert. Exact. Exact. Donc, je trouve ça important d'apprendre à l'en connaître, puis à s'ouvrir à eux, puis justement, ça peut développer des super liens, puis vous en apprendre beaucoup sur vous-même. Et même peut-être sortir certaines personnes de l'isolement. Absolument. Ou encore de certaines situations qui ne méritent pas que ces personnes-là soient. Je suis d'accord. Excusez le bruit, c'est mon enfant qui Il s'amuse. n'y a pas de stress du tout avec ça. On est quand même dimanche. Oui, Il faut respecter le quotidien là, de chacun. absolument. En finale, c'est quoi, ce serait quoi ton mouvement? Le message que tu veux léguer, c'est vraiment accepter les personnes autistes comme elles sont. N'ayez pas peur d'aller vers eux, de poser des questions, puis à la limite, d'aller vers eux, mais d'être accompagné par des personnes qui sont plus à l'aise ou ils connaissent le sujet. Mais en général, c'est vraiment faire preuve d'ouverture. C'est vraiment ça, Angélique, que tu veux nous transmettre aujourd'hui. Absolument. Vraiment, c'est ça. Hmm? Ben, merci beaucoup, Angélique, de ta participation. Puis, ça va me faire plaisir là, de répondre à vos questions si vous en avez.
Puis, merci encore de ta participation. Puis, moi, j'aimerais terminer là, par un point. J'aimerais ça, on parlait surtout de beaucoup de messages à cœur ouvert depuis le début du podcast. Mais moi, je pense qu'il est essentiel d'oser parler à cœur ouvert, comme on vient de le faire en ce moment, de poser des questions, comme on le disait, d'apprendre et de cultiver l'empathie, surtout. Le TSA n'est pas un défaut à corriger, mais une manière différente de percevoir et de vivre le monde. En apprenant à côtoyer cette différence, nous enrichissons nos vies et celles des autres. En somme, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a inspiré à regarder au-delà des apparences et à embrasser la diversité humaine. Je vous invite à partager vos réflexions, comme je le disais, et expériences sur les réseaux sociaux. Ensemble, continuons de parler, d'écouter et d'agir avec cœur. À très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons avec cœur. Prenez soin de vous et des autres. On vous voit plein d'ondes de positivisme et d'amour. Passez une belle après-midi. Bye bye!